Merci d'être avec nous sur la RTM et bienvenue dans ce 19e numéro d'Actupo, votre magazine qui passe au peigne fin toutes les questions brûlantes de l'actualité politique nationale. Alors aujourd'hui, pour débattre de la proposition de loi sur le financement des partis politiques, nous avons l'énorme plaisir d'accueillir sur ce plateau M. Alassane Ndao. Il est le secrétaire général du PLC. Le PLC, c'est le Parti pour la liberté et la citoyenneté du docteur Lamine Ba. Monsieur Ndao, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Saleh. Je vous remercie pour l'opportunité que vous nous offrez afin de participer au débat public. Avec nous également dans ce studio, Monsieur Ibrahima Diong. Il est le secrétaire général du Précept, porte-parole de la coalition Longo Liguel Sénégal. Monsieur Diong, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Saleh. À l'endroit de votre télévision et à l'endroit des téléspectateurs, nous transmettons nos salutations et nos remerciements. On a souvent tendance à croire qu'il n'y a pas beaucoup de démocratie à l'intérieur des partis politiques à cause de problèmes de positionnement ou de repositionnement. Monsieur Ndao. Oui, en fait, à ce niveau, je voudrais simplement rappeler que les partis politiques, lors de leur formation, mettent en exergue d'excellentes règles de fonctionnement émises dans les statuts et dans les règlements intérieurs de ces formations politiques. Mais à l'épreuve de la pratique, à l'épreuve des faits, on se rend compte effectivement qu'il y a beaucoup de difficultés à mettre en œuvre ces règles de fonctionnement édictées par les textes de référence de la formation politique. C'est pourquoi d'ailleurs on note généralement des crises assez profondes qui affectent certains partis politiques et qui débouchent en général sur des scissions et sur des divergences en tout cas qui mettent le parti dans des situations assez difficiles. Donc de ce point de vue-là, effectivement, on peut parler d'absence de démocratie ou en tout cas d'absence de consensus sur les questions de l'heure qui interpellent le parti politique. Pas assez de démocratie, s'il y en a, mais cela ne rime pas avec anarchie. Monsieur Dong. Ce serait peut-être un peu hasardeux de parler d'anarchie, mais comme l'a dit M. Ndao, en général, il y a cette affaire de constante qui revient toujours au niveau des partis politiques. Le leader, celui qui est à l'origine de la création du parti, au départ de l'action, c'est lui qui prend tout en charge. C'est lui qui mène tout, c'est lui qui choisit ses collaborateurs pour être en phase avec les textes et avec l'administration. Donc toutes les personnes qui arrivent après coup, ils trouvent sur place un noyau dur. Et dans ce noyau dur, il y a aussi la notion de copinage, de long compagnonnage ou d'amitié. Et c'est ça qui est à l'origine, en partie, de ce qu'on pourrait appeler comme étant une situation moins démocratique que ce qu'elle devrait être. Et il y a aussi la question des moyens. Généralement, celui qui crée le parti, c'est lui qui met les moyens et il dicte sa loi. Et à chaque fois que la démocratie essaie de s'installer, généralement ça débouche sur des scissions. Et celui qui n'est pas content de la manière dont on fait fonctionner le parti, généralement il sort et il crée aussi son parti ou bien un parti New Look et en parfois même le même nom. Et c'est ce qui explique les 240 et quelques partis que nous avons aujourd'hui dans le pays. Est-ce que ce n'est pas souvent la raison pour laquelle il n'y a presque plus de numéro 2 ou de numéro 3? On laisse juste le soin au secrétaire général ou au président du parti, donc le soin de diriger le parti? Sur le papier, il y a le numéro 2. Mais un numéro 2 qui suit à la lettre ce que dit le numéro 1, en réalité, ce n'est pas ce qui aurait été la meilleure pratique. Parce que dans un parti politique, il faut que les choses soient claires au départ et que les discussions se fassent de manière démocratique et que les décisions se prennent de manière collégiale. Mais on ne peut pas les nier, dans tous les partis politiques ici au Sénégal, il y a une sorte de dirigisme. Et généralement, celui qui n'est pas d'accord avec le leader, ou bien il est marginalisé, ou bien il est sanctionné, et mécontent, il sort, il s'en va et crée autre chose.
La critique donc est bonne tant que ça se passe à l'intérieur du parti politique. Oui, disons que moi je pense effectivement que les partis politiques à l'interne doivent faire beaucoup d'efforts pour instaurer, non seulement instaurer des règles élémentaires de démocratie, mais essayer aussi de les mettre en œuvre. Parce qu'en réalité, le parti politique est le cadre est le cadre formatif du militant ou du responsable pour le préparer à gérer demain les destinées d'un pays. Donc il est extrêmement important que certaines règles de démocratie, de bonne gouvernance, de transparence soient de mise dans la gestion de nos partis politiques pour qu'on puisse être préparé effectivement à assurer des responsabilités d'État. C'est ça la réalité. Mais je voudrais aussi en profiter pour dire effectivement que aujourd'hui au Sénégal, c'est vrai, on l'abordera peut-être ultérieurement, la prolifération des partis politiques, disons, sont causées en général par ces scissions et ces divergences au sein de nos formations politiques. Ce qui fait que même l'évolution politique du Sénégal a montré que depuis le PRA-Sénégal, il y a eu toujours des divergences internes de fond entre différents leaders des différents partis et on aboutit à, disons, à un éclatement ou en tout cas à une démultiplication des partis politiques. Ou lorsque un parti au pouvoir perd le pouvoir ou en train de le perdre, comme on a vu avant 2000 le Parti socialiste. En 98 déjà, on a noté la sortie des leaders comme Moustapha Niasse, comme Djibo Leïtika, et en créant aussi leur parti politique. Et après la perte du pouvoir, n'est-ce pas, il y a eu beaucoup de responsables de leaders du Parti socialiste qui sont sortis pour créer leur parti. C'est le cas de Amadou Mahtar Diop, Abdoulaye Mahtar Diop, de Souti Touré, de Robert Sagna, de Mamadou Diop, ancien maire de Dakar. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, la prolifération des partis politiques a commencé avant, effectivement, avant 2000. Le PDS, on l'a noté, hein, il est dans la même situation. Il a perdu le pouvoir en 2000 et beaucoup de leaders sont partis. Mais je rappelle que notre parti n'en fait pas partie, hein, parce qu'on le confond assez souvent, parce que le président du parti, qui est un ancien militant du PDS, ancien ministre de la République, le docteur Lamine Ba, nous a rejoint dans le parti. Notre parti est né en 2007 déjà. Et c'est nous qui sommes allés le prendre pour présider au destiné du parti au congrès de novembre 2011. Mais je veux juste dire que ces crises et ces divergences, en général, ne sont pas liées à des divergences programmatiques ou idéologiques. C'est seulement, en général, c'est des problèmes crypto-personnels entre deux leaders ou trois leaders de parti qui conduit à cela. Et c'est regrettable. Mais Monsieur Ndao, dans les grandes démocraties, il y a des courants de pensée au sein de ces partis, mais ici, c'est tout à fait le contraire au Sénégal. On préfère avoir, en tout cas, ouvrir la brèche et puis pour le faire. Bon, c'est-à-dire que le constat, il est là. Et on ne peut pas le nier. Ici, on peut, par exemple, parler de ces courants dans un milieu où les gens font des débats d'idées. Mais dans nos partis politiques, tous les débats tournent autour de personnes, de postes et de prébendes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on fait de la politique au Sénégal d'une manière qui n'est pas tellement ce que la politique devrait être. Gérer la cité, être utile à son pays, travailler pour faire avancer son pays, en mettant des pratiques qui devraient partir de vision, pouvoir amener son pays d'un endroit X à un endroit Y. C'est ça qui devrait permettre la possibilité de faire fonctionner des courants au sein d'un même parti. Alors, vous êtes président du parti, vous choisissez un monsieur pour occuper tel poste, un autre qui n'est pas d'accord sur le choix, boude, et quand il boude, il sort pour créer un autre parti ou bien il
tient des propos ou bien il a un comportement qui amène la direction du parti à l'exclure. Parce que c'est les exclusions en général qui débouchent sur la création de nouveaux partis. Parce que tout simplement, le débat d'idées vient en seconde zone. Souvent, ce sont des gestions personnalisées qui sont pointées du doigt. Oui. Parce que, comme il a si bien dit, mais tout est parti d'un problème de choix. Quelqu'un est choisi pour occuper un poste. Celui qui pensait pouvoir occuper le poste n'est pas content. Il y a des discussions de couloir, il y a des clans, il y a des combinaisons, il y a des montages, et finalement, ça débouche toujours sur un clash. Et quand le clash intervient, le bonhomme, étant dans la sphère politique, il sort, il crée son parti. Surtout qu'ici, pour créer un parti, bon, en fait, il n'y a pratiquement aucune contrainte. Et je vous assure, hein, M. Saleh, il y a des partis qui n'ont que 2 personnes. Le leader et son récépissé. Parce que c'est comme ça. Maintenant, pourquoi il crée son parti? C'est pour être au devant de la scène. Aujourd'hui, par exemple, quand le ministre de l'Intérieur convoque les leaders de partis politiques, mais il convoque le parti qui a 500 000 militants au même titre que celui qui a 2 militants. Et la création du parti, le fait de détenir son récépissé, d'être en règle avec l'administration, lui permet d'avoir la voix au chapitre, d'être autour de la table et de discuter avec les leaders qui, en fait, occupent le terrain politique, travaillent et qui, en fait, ont des militants ou bien tiennent un parti organisé. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne à celui qui a son parti d'être un leader de parti. Et comme tous les partis sont d'égale dignité de par la Constitution, vous voyez que ça donne à l'individu une stature qui permet d'accéder à certains milieux, à accéder à certains pouvoirs, à être, en quelque sorte. Et en général, quand quelqu'un se comporte de la sorte, ce qui l'intéresse, ce n'est pas le pays, ce n'est pas une politique pour développer son pays, c'est tout simplement une stratégie pour être là et être compté parmi les gens qui font fonctionner le pays. La preuve, dans les coalitions, vous avez vécu ça avec nous, il y a des gens qui sont partie prenante de coalition qui, au plan électoral, n'ont rien apporté à la coalition, mais qui, en fait, étant leader d'un parti, ils sont servis comme les autres et c'est ce partage de gâteaux qui amène les gens. En fin de compte, cette démocratie qui fait défaut au sein des partis pousse certains donc à quitter le navire. Oui, parce que quand vous êtes leader, s'il y a un seul plat à donner, c'est le leader qui le prend. S'il y en a 2, le leader a énormément de difficultés pour choisir celui qui devra prendre le deuxième. Parce que si choisit un Jean, c'est un Mademba qui va craquer la porte. Merci. Monsieur Ndo, est-ce qu'il n'est pas plus loisible de se battre à l'intérieur des partis, en tout cas à l'intérieur du système, pour se faire une place, et pas des moindres? Oui, avant de venir à votre question, je voudrais simplement dire que les partis politiques au Sénégal, en général, ne remplissent pas tellement les missions qui leur sont dévolues. Il est vrai que dans la Constitution, le parti politique, comme on l'a dit hein, à l'article 4, je crois, participe à un concours, hein, les partis politiques concourent au suffrage, simplement. Moi, j'aurais souhaité, comme on parle en ce moment de réforme des institutions, d'un nouveau projet, d'un projet de constitution, moi j'aurais souhaité que les partis politiques... Êtes-vous preneur de ces nouvelles réformes? Non, je veux simplement dire que ça dépend de quelle réforme. D'abord, il y a beaucoup de choses à dire sur la forme et sur le fond. Mais du point de vue du principe, hein, du point de vue principiel, moi je pense simplement, effectivement, que les institutions sénégalaises ont besoin d'être réformées. Mais il va falloir aussi discuter autour des réformes qu'il faut envisager et trouver un consensus le plus large possible par rapport à certaines réformes et maintenant proposer aux Sénégalais, disons, un projet. Moi, je ne voudrais même pas qu'on parle de projet de constitution. Des révisions constitutionnelles pourraient suffire pour apporter les modifications qu'on veut à nos chartes fondamentales parce que de toute façon, il faudrait que l'on cesse quand même de faire en sorte que chaque président de la République qui arrive amène sa constitution. La constitution des États-Unis a plus de 200 ans. Il y a peut-être quelques petits amendements.
mais elle est restée telle qu'elle est dans son esprit. Mais je voudrais revenir un peu sur mon trajet, sur ma trajectoire, pour dire simplement que les partis politiques doivent avoir des missions citoyennes. Moi, je pense sincèrement qu'un parti politique qui ne participe pas à l'amélioration des conditions de vie des populations, qui ne travaille pas à éduquer, à former ses militants, doit cesser d'exister. Il ne suffit pas simplement de concourir à l'expression des suffrages, c'est comme dire simplement qu'un parti politique doit simplement aller à des élections, après les élections, on s'endort. Non, le parti politique est un groupement humain interne à une société qui doit effectivement participer à la formation, à l'éducation, à la sensibilisation citoyenne. C'est pourquoi nous, d'ailleurs, dans notre parti, le PLC, nous mettons beaucoup l'accent sur la formation de nos militants, aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger, avec bien sûr nos fondations partenaires. Je ne voudrais pas les citer pour ne pas faire de la publicité pour elles, mais simplement dire qu'effectivement, il faut que les partis remettent au goût du jour les écoles de partis, comme ça a été le cas au Parti socialiste, comme Wade a essayé de le faire avec l'Institut libéral, etc. Des écoles de parti pour former leurs militants. Et c'est d'ailleurs à ce niveau qu'on pourrait assister à qu'on pourrait accepter au sein de nos partis à la naissance de courants de pensée. Parce que comme l'a dit M. Diong, il faut des débats d'idées. Mais un débat d'idées, on ne peut l'instaurer qu'avec disons, des personnalités ou en tout cas des militants qui portent les idées, en tout cas d'un parti. Même s'il y a peut-être divergence dans les idées, on devrait pouvoir accepter un débat d'idées dans les partis politiques. Et c'est le prix qu'il faudra payer pour que nos partis restent soudés à l'interne, même s'il y a des divergences de point de vue, mais qu'on puisse, trouver l'essentiel, se mettre d'accord sur l'essentiel et ne pas être désorienté par rapport à l'idéologie du parti. Il se pose aussi, M. Ndao, le problème de moyens au sein des partis. Tout à fait, tout à fait. C'est peut-être ça qui va peut-être nous pousser, nous amener à aborder la question du financement des partis politiques. Les partis politiques au Sénégal, d'après la loi, doivent tirer leurs ressources des cotisations des membres, des dons, quelquefois des dons et des legs. Tout le monde sait que les cotisations des membres du parti, ou en tout cas la vente de cartes de membres, ne peuvent en aucun cas couvrir les dépenses d'un parti politique. Ça ne peut même pas, tenir une permanence de parti. Alors, ce qui fait que, effectivement, il y a des difficultés énormes pour un parti, surtout les partis d'opposition, à gérer les partis du point de vue financier. Et c'est même une injustice. C'est même une injustice qu'un parti au pouvoir, qui détient les moyens de l'État, quand on sait que le président de ce parti est président de la République, il détient les moyens du parti, il détient les moyens de l'État, les fonds politiques qui lui permettent effectivement de subvenir aux besoins de son parti. C'est aussi simple que cela. De Senghor à Abdou Diouf en passant par Wade et en arrivant au président Macky Sall, il est tout à fait logique qu'on puisse penser que le président de la République, chef de parti, mais qui détient, les moyens de l'État, assure à son parti un fonctionnement régulier du point de vue des moyens. Ce qui est une injustice parce que les partis d'opposition font partie font du service public. L'opposition et le pouvoir sont les deux mamelles de la démocratie. Et nous pensons effectivement que la question du financement des partis politiques est une question majeure sur laquelle il faudrait que l'on s'entende. On reviendra peut-être sur ça. Merci, M. Ndao. M. Diong, je crois que c'est un problème en Afrique. Voilà. Les partis politiques n'ont pas de financement et il faudrait le dire, la politique du ventre qui prévaut, raison pour laquelle les gens s'agrippent pour la plupart aux partis au pouvoir. Alors, pour me résumer par rapport à cette question, je vais donner peut-être une petite métaphore.
Un monsieur qui se présente avec dans sa besace des idées novatrices, une vision claire, précise, des compétences. S'il vient, il demande aux gens de venir à ses côtés pour créer un parti politique. Il y aura très peu de militants. Alors, si vous venez avec votre belle voiture, des billets neufs, vous n'avez même pas besoin d'appeler les gens, vous faites le plein très rapidement. Mais en faisant ce plein, qui est autour de vous? C'est une question extrêmement intéressante à explorer. En Afrique, au Sénégal, c'est le clientélisme politique. Et ça me permet de me brancher un tout petit peu sur la question liée à la commission de révision des institutions. Nous, dans notre entendement, nous croyons sincèrement que nous avons jeté 700 millions par la fenêtre. Ah oui, vous croyez? Oui, parce que tout simplement, ceux qui pilotent cette commission, c'est les mêmes personnes qui ont piloté les assises. Parce qu'il s'agit là de 7 mois de dur labeur, hein? Labeur de quoi? De l'équipe Ils n'ont du fait que professeur revenir par la Amadou porte, Mokhtar Mbow. par la fenêtre, ce qui était sorti par la fenêtre, vice-versa. Ils ont proposé des choses aux Sénégalais. Ce qui était dans ces assises ont été des candidats à une élection. Les Sénégalais se sont prononcés et ils n'ont pas voté pour ces gens-là. C'est clair. Celui qui n'avait pas signé les assises a eu, c'est vrai, 26% des suffrages. Abdoulaye Wade, qui était contre les assises, a eu 31%. Donc la majorité des Sénégalais, ou bien ne savaient pas de quoi ça revient, mais en tout cas, ils n'ont pas voté pour ceux qui ont travaillé pour les assises. Maintenant, ça m'amène à parler de niveau de conscience ou bien de sens de responsabilité. Là où il nous amène, les Sénégalais d'aujourd'hui ne sont pas encore à ce stade-là. La maturité politique qui permet à un citoyen de choisir et de choisir de manière responsable, nous n'avons pas encore atteint ce stade-là. Il faut le reconnaître et c'est ça la réalité sur le terrain. Moi, je vote pour quelqu'un parce que c'est mon oncle, c'est mon beau-frère, ou bien c'est l'ami de mon frère, etc., etc. On est encore dans cette situation. Il ne faudrait pas qu'on se trompe de cible. Le Sénégal est toujours présenté comme étant une vitrine de la démocratie en Afrique et à travers le monde. C'est un discours. Ce qui se passe dans les partis politiques, c'est exactement ce qui se passe dans ce pays. Il n'y a pas de démocratie dans les partis politiques, mais il n'y a pas non plus de démocratie dans les collectivités locales, parce que tout simplement, on a un système électoral qui fait qu'avec la majoritaire, c'est toujours des minorités qui dictent leur loi à des majorités, et c'est des questions tellement centrales, et les gens refusent d'en discuter et d'aller jusqu'au fond des choses. Maintenant, l'argent, c'est le roi dans ce pays. Mais pour revenir un peu à la notion de petit parti, qui est responsable d'un petit parti dans ce pays? Si on peut en énumérer, on peut en énumérer une dizaine. Vous parlez de Landing Savané, Ibader Thiam, Abdoulaye Bathily, Majmoud Diop, Ahmad Dansokho, Abdembassi. Mais toutes ces personnes, c'est de fortes têtes, c'est de fortes personnalités au plan intellectuel, mais ils ont participé à combien d'élections? Et personne d'eux n'a jamais réussi à avoir 1,5%. Et pourtant, toutes les grandes réformes, toutes les grandes orientations, toutes les grandes décisions politiques sont passées par ces hommes-là qui n'ont pas pu faire un électorat. Maintenant, ceux qui font l'électorat, c'est qui? C'était le PS, le PDS. On ne peut pas encore parler de la paire, parce que la paire encore n'a pas encore cette envergure de ces deux grands partis, qui au départ étaient de grands partis, mais imaginez par exemple le cas du parti. À votre avis, cela est dû à quoi? Cela est dû au fait que les gens ne fonctionnent pas sur la base de vision, ne fonctionnent pas sur la base de programme. Le vote sentimental occupe la première place dans notre système électoral. Il y a aussi que les gens n'ont pas cette maturité qu'on leur crédite. Prenez le cas de Majmoud Diop. Il a marqué l'histoire politique de ce pays. Mais au plan électoral, combien il pèse? Prenez le cas d'Ahmad Dansokho, Ibader Thiam, Abdoulaye Bathily, mais 0,0 etc. dans les élections. Mais toutes les décisions majeures qui ont marqué la vie politique du Sénégal sont passées par ces hommes-là. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter? Comme disait tout à l'heure mon ami Nao, au moment de choisir nos experts pour la commission de révision du code électoral, il y a des gens qui étaient venus dire il faut mettre les jeunes dans la commission. Et on a dit, mais les jeunes, allez au niveau de vos partis, apprenez, soyez experts avant de dire qu'on vous met parce que vous êtes jeunes.
Maintenant, ces écoles du parti, c'est les endroits où on doit former les gens pour les conscientiser, pour qu'ils aient une idée exacte de ce qu'ils veulent faire, avoir un comportement responsable, parce que voter, c'est un acte très délicat. Quand vous votez pour quelqu'un, vous devez au moins savoir pourquoi vous avez voté pour lui. Ce vote que vous effectuez devra lui permettre de vous prendre d'ici et de vous amener là-bas. Ça veut dire améliorer politiquement, économiquement et socialement votre vécu quotidien. Et que ça ne soit pas une amélioration individuelle ou partielle, mais que ça soit une amélioration générale. Merci beaucoup. Et maintenant, pour l'avenir et la gestion des partis politiques, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de faire voter cette loi sur le financement des partis politiques? C'est là. Oui, moi je pense effectivement que, vous savez... il s'agit là d'un projet, ce n'est qu'une proposition. Oui, en fait, la question du financement des partis politiques ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ça a toujours accompagné la question du statut de l'opposition. Je me rappelle que déjà en 1984, Abdoulaye Wade, qui était opposant au pouvoir de Diouf, avait écrit une lettre au président de l'Assemblée nationale pour lui demander de faire une proposition de loi pour régler définitivement cette question du statut de l'opposition. C'est 14 ou 15 ans après qu'un début de réalisation a commencé à avoir lieu, c'est-à-dire en 1998, lorsque le président Diouf a nommé le professeur El Hadji Mbodj, médiateur de la République, il était chargé de réfléchir sur le statut de l'opposition et le financement des partis politiques. Monsieur le professeur Mbodj, après avoir déposé son rapport, on était déjà presque aux élections de 2000 et on sait ce qui s'est passé après. Lorsqu'on est arrivé au pouvoir, cette question a été rangée dans les tiroirs. Ce rapport du professeur Mbodj a été rangé dans les tiroirs. C'est juste en 2004, lorsque la presse s'est fait l'écho de sacs de riz qu'on distribuait aux leaders de la mouvance présidentielle, qu'effectivement que le problème a ressurgi. Mais en tout état de cause, moi je pense simplement que il nous faut aller vers cette réforme majeure. Mais là, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne serait pas question d'enrichir des leaders politiques et d'appauvrir l'État. En fait, le financement des partis politiques doit être assujetti à un certain nombre de critères, de conditions et de paramètres. Parce que simplement, d'ailleurs, en l'état actuel des choses, au Sénégal, on ne peut pas financer 240 partis. Il est impossible de le faire. Et en ce moment, il faudrait que l'État prenne ses responsabilités pour, disons, assainir le milieu. Parce qu'un parti politique qui ne va pas à des élections, qui n'organise pas de congrès, dont les instances régulières ne fonctionnent pas, qui ne participe pas au débat public, ne mérite pas de continuer à exister. C'est ça la réalité. Il est vrai que c'est un droit, le droit d'association est reconnu par la Constitution sénégalaise, mais quand même, on doit arriver à un niveau, parce que la démocratie sénégalaise quand même ne doit pas être laissée comme ça à la merci de tous les vents. Il faudrait qu'on arrive à résoudre cette question-là. Maintenant, mais à ce niveau, il faut effectivement dire que la tutelle, si on va vers le financement des partis politiques, la tutelle des partis politiques devra changer. Parce qu'il est inconcevable qu'un ministère de l'Intérieur, partisan, continue à gérer les partis politiques, en tout cas à gérer simplement le processus électoral, le système politique sénégalais. Moi, je pense qu'il faut aller vers, comme ça se fait dans les grandes démocraties, il faut aller vers, disons, la création d'une haute autorité qui dispose d'un fonds d'appui. Moi, je n'aimerais même pas qu'on parle de financement de partis politiques, mais d'un fonds d'appui aux partis politiques pour qu'ils puissent continuer à jouer leur rôle de
le rôle de service public, bien entendu avec des critères consensuels, comme la représentativité parlementaire, comme la représentativité électorale, et simplement comme, disons, des activités ou des actions que les partis politiques font et qui participent, n'est-ce pas, à l'amélioration, comme je l'ai dit tantôt. Je crois que c'est important ce que vous dites, ce serait un gage de sécurité parce que cela participerait à la démocratie, ou en tout cas le renforcement de la démocratie au sein des partis et au Sénégal aussi. M. Diong. Vous savez, cette question de financement des partis politiques pose beaucoup plus de problèmes qu'il n'en résout. Vous êtes pour? Je ne peux pas être contre. Parce que comme le service public est en partie joué par ces partis politiques, je pense qu'il y a possibilité de faire quelque chose. Mais aussi de faire très attention pour éviter d'avoir 2500 partis. Mais il y a aussi la problématique du poids d'un parti politique. Il est vrai que nous sommes tous d'égale dignité, mais nous n'avons pas le même poids. Maintenant, si aujourd'hui, étant donné que sur les 240 quelques partis, il n'y en a que 2 ou 3, voire 6 qui partent à des élections sous leur propre bannière et qui sont comptés, on peut à partir de ce moment déterminer leur poids électoral. Mais tous les autres sont dans des groupes et dans des coalitions. Maintenant, est-ce que dans une coalition, on peut prendre un parti, créditer à ce parti un poids X, prendre un autre parti et le créditer d'un poids Y? C'est compliqué. C'est compliqué. Maintenant, Elhadji Mbodj a réfléchi là-dessus. Bon, on peut ouvrir le débat, mais comme a dit tout à l'heure Ndao, quand quelqu'un est dans un camp, il peut poser le problème et le poser d'une certaine manière. Mais dès qu'il est aux affaires, non seulement il voit le problème autrement, ou bien il préfère garder le statu quo. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous arrive actuellement avec la révision du code électoral. Nous sommes à un point où nous sommes vers des ruptures, un clash dans la commission. Parce que tout simplement, il y a un groupe qui essaie de fustiger un comportement dans lequel eux, ils ont vécu pendant 12 années, sans jamais le dénoncer. Et aujourd'hui, ils le dénoncent parce qu'ils ne sont plus aux affaires. Et c'est le Sénégalais qui fonctionne comme ça. Quand la couverture est de mon côté, tout marche. Dès qu'on tire la couverture et que la couverture commence à s'éloigner, on commence à crier. Et quand vous criez et qu'on vous fasse revenir un tout petit peu vers la couverture, vous vous taisez. Ça m'amène à dire ce que j'avais dit tout à l'heure. On est en politique, c'est vrai. Mais on n'a pas encore commencé à faire de la politique. Il y a la formation. Il y a le niveau. Il y a la détermination. Il y a aussi la possibilité de lire une vision, d'y adhérer et de ne pas y adhérer. Tout ça, c'est des questions qu'on doit agiter. Préparer les Sénégalais à aller vers. Parce que la question de la formation et de l'éducation est la question centrale. Actuellement, nous sommes en train de parler de acte 3, de révision des institutions. Mais en général, à chaque fois que les gens prennent des décisions ou bien arrivent à des conclusions, c'est des conclusions qui, en fait, arrangent tout simplement une partie de l'intelligentsia de ce pays. Et ça permet parfois à des intellectuels peut-être inconnus de se faire connaître. Et quel est le plus grand malheur dans tout ça? Ils se font payer à coups de millions. Et c'est ce qui nous arrive avec la Sénégal, nos 700 millions qui ont été gérés par la fenêtre pour nous amener des textes et des propositions que les gens ne vont pas accepter. Le président a fait sa déclaration, mais il leur a demandé de faire des propositions. Il est libre d'en prendre ou de ne pas prendre. Mais c'est vrai que c'est lui qui a été élu par les Sénégalais. Mais est-ce qu'il a été élu par les Sénégalais sur la base d'une vision claire que les Sénégalais maîtrisent? On a fait un choix sur des coups de tête. Il est candidat, c'est mon parent, je vote pour lui. Qu'est-ce qu'il va faire de ce pays? C'est ça qui devrait être la question centrale. Aujourd'hui, le président est parti à Paris chercher des moyens pour faire sa politique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'une vision claire du président de la République pour amener ce Sénégal-là vers l'émergence? Parce que tout simplement, comme on a eu à le dénoncer, on ne peut pas comprendre aujourd'hui ce qui se passe au Sénégal. Et je pense que c'est ce débat-là que les gens devraient poser. Mais monsieur, est-ce qu'on est complètement départi de la conception Sénégal État-parti?
Mais c'est ça qui existe. Ah non, c'est ça qui existe. Ça vous entendre, j'ai l'impression que... Parce que nous, par exemple, dans notre parti, on a eu à développer une idée comme quoi un président de la République, il a été élu sur la base d'une vision. Il y a des problèmes hydrauliques, il y a des problèmes de nourriture, il y a l'agriculture, il y a la pêche, il y a le secteur informel, il y a les infrastructures. C'est des secteurs qui doivent être gérés par des techniciens. Mais quand vous demandez à un ministre de la République de gérer un département ministériel et de gérer en même temps une base politique, il abandonne son ministère du vendredi au lundi pour aller faire de la politique sur le terrain. Le lundi, il revient au bureau RNT. Il a ses audiences politiques. Il arrive chez lui à 10 heures. Il reçoit des gens jusqu'à 2 heures du matin. Quand est-ce a-t-il le temps de se pencher sur les dossiers de son ministère? La politique, si on doit la faire, à notre avis, correctement, c'est les députés, les sénateurs, les conseillers municipaux et les conseillers ruraux qui doivent être sur le terrain en train de chercher des militants pour le parti. Et quand il y a des problèmes, quand il y a des doléances, quand il y a des choses à régler, c'est à eux de les récupérer, de les prendre et de les amener vers ceux qui doivent trouver des solutions. Alors, qui doit trouver ces solutions? C'est les technocrates, les techniciens. Malheureusement, ici au Sénégal et en Afrique, on nous dit qu'un ministre, c'est un poste politique. Parce que tout simplement, c'est ce qui nous font croire en ces choses-là. Ils le font exprès pour continuer à nous enlever dans la situation que nous vivons. Ça fait 60 ans qu'on cherche une voie, on ne la trouve pas. Pourquoi on ne la trouve pas? Est-ce qu'on n'a pas les ressources humaines? Est-ce qu'on n'a pas de possibilité pour réfléchir? Parce qu'on est un petit pays, le Sénégal. Je l'ai dit l'autre jour au président. Le Sénégal a la population d'Istanbul, une ville. Maintenant, avec tout ce que le Sénégal a comme ressources humaines, on n'arrive pas depuis 60 ans à régler un problème de manière structurelle et définitive. Un éternel recommencement. Un éternel recommencement. À chaque fois qu'on... Et puis, un ministre qui arrive, il n'a même pas le temps de construire un programme, on le remplace. Un autre arrive. Et c'est exactement la même chanson que nous vivons depuis 60 ans. Le Sénégal n'a pas encore tapé à la porte de l'émergence. Le président de la République a parlé de rupture. Il faut de la rupture. Mais la rupture, c'est arrêter ce qui existait, faire une évaluation, avoir une vision claire et choisir les hommes qu'il faut, les mettre à leur place et travailler. Malheureusement, comme j'ai l'habitude de dire, on fait semblant de travailler, mais on ne travaille pas. Il faut une rupture, le Sénégal se cherche à laisser entendre M. Ndong, M. Ndaou, pour revenir au financement des partis politiques. Vous ne pensez pas qu'en ce moment, l'État aura un droit de regard sur les partis politiques? Mais tout à fait. Est-ce que ça ne risque pas aussi d'être à leur détriment? C'est pourquoi d'ailleurs je disais tantôt que si on doit aller vers cela, la gestion des partis politiques doit être déconnectée du pouvoir d'État, de l'État. Il nous faut une grande autorité à équidistance des partis politiques qui gère tout le système démocratique, qui gère les partis, qui gère le financement, qui gère même les élections. En ce moment, on ne parlerait plus d'une commission électorale nationale, mais on parlerait d'une grande autorité qui gère le système démocratique, qui garante de la démocratie au Sénégal. Et c'est extrêmement important. Mais je voudrais dire aussi que, en général, le financement des partis politiques n'arrange pas le pouvoir, en général, pour deux raisons essentiellement. La première raison, c'est que, en ce moment, le parti au pouvoir n'aurait plus la latitude d'utiliser les fonds politiques pour financer le parti et les partis de sa mouvance. Et deuxièmement, allouer des ressources aux partis d'opposition, c'est les renforcer. Le pouvoir, comme il est dans une logique le parti au pouvoir qui est dans une logique de conservation du pouvoir n'a pas intérêt à allouer des ressources publiques au parti d'opposition. Monsieur, ce qui pourrait être un acquis de taille, quels seront selon vous les critères de contrôle, parce qu'après tout ce sera à partir des derniers publics que ces partis politiques seront financés? Oui, il est clair que de toute façon,
si les partis politiques doivent être appuyés par disons, moi je préfère parler d'appui et non de financement, hein, parce que l'appui peut être, il peut être, disons, ça peut être de l'argent, ça peut être du matériel, l'équipement des permanences, des sièges, la logistique des partis, mais peuvent être pris en charge par cet appui-là. Mais il est clair que si on finance un parti politique à partir des deniers publics, il faut impérativement qu'il y ait contrôle. Alors, maintenant, le contrôle devra être fait, n'est-ce pas, comme je l'ai dit tantôt, par une autorité indépendante. Merci beaucoup, M. Ndao. M. Diong, si la loi passe, ça pourrait être une forme de lutte contre les lobbies et la corruption, peut-être? Je ne pense pas que cette loi puisse passer dans un bref délai. Parce que quand on sera autour d'une table pour discuter des modalités, je pense qu'on va se trouver dans des impasses. Parce qu'il y a la question du poids électoral d'un parti politique. Parce que tous les partis sont d'égale dignité de par les textes, mais au point électoral, s'il faut financer un parti qui a 300 militants et un parti qui a 300 000 militants, mais il faut peut-être avoir des clés de répartition. Malheureusement, nous ne sommes pas prêts pour ça, à mon humble avis. Maintenant, l'appui en matériel, pour un ordinateur pour un parti politique, c'est toujours utile. Le téléphone, c'est toujours utile. Le papier, c'est toujours utile. Mais donner de l'argent, je crois qu'il faut faire très attention. Parce que le ministre de l'Intérieur a posé la problématique du nombre de partis. Donc on parle de rationalisation des partis. On ne peut pas aujourd'hui se réveiller et nous mener vers une dictature. Chacun est libre de créer son parti politique. Le nombre importe peu. Ce qui est bien pour notre pays, c'est que des gens se lèvent, acceptent de s'investir pour servir leur pays et de le faire de la manière la plus saine possible. Mais dans le milieu politique sénégalais, il y a du tout. On a même l'habitude de comparer ce milieu à une rivière, il n'y a que des caïmans. Les gros bouffent les petits, à moins que les petits acceptent d'être derrière les gros et d'être des bénis oui. Et c'est ça la réalité sur le terrain. Maintenant, financer, les Sénégalais sont suffisamment intelligents, on va continuer la réflexion. Votre dernier mot, monsieur? Alors, mon dernier mot, c'est toujours à l'image des préceptes de mon parti qui s'appelle le précepte, c'est d'inviter les Sénégalais à travailler pour que reviennent très rapidement les notions comme l'éthique, la citoyenneté, le patriotisme. Et si ces trois éléments s'appuient sur la transparence, je pense que diriger ce pays-là ne peut pas être difficile, parce que les Sénégalais ont au moins quelque chose qu'ils partagent et qui est notre principale richesse, c'est la tolérance et la solidarité. Donc, pour terminer, remercier peut-être votre télévision, être très content d'être là avec mon frère Al-Sando, avec qui j'ai partagé une coalition, et d'avoir retrouvé aussi sur ce plateau mon petit frère. Et vous souhaitez une bonne continuation et que cette télévision soit parmi les premières de notre pays. Merci infiniment, M. Diong, d'être passé. Je rappelle que M. Ibrahima Diong est le secrétaire général du précepte, porte-parole de la coalition Lengo Liguel Sénégal. Encore grand merci. Monsieur Ndao, votre dernier mot? Oui, en fait, seulement je suis assez surpris que le temps est passé très rapidement. On avait beaucoup de choses à dire par rapport à ce financement des partis politiques, mais je crois qu'il faut continuer la réflexion. Ce n'est que partie remise. Je voudrais vous remercier au nom de mon parti, le Parti pour la liberté et la citoyenneté, de Fadjikoui, membre du réseau libéral africain et observateur à l'international libéral. Vous remercier, vous féliciter aussi pour la qualité de votre émission et souhaiter bon vent à la télévision Mourchid TV. Merci infiniment, M. Ndao. Je rappelle que M. Alpha Ndao est le secrétaire général du PSC, le Parti pour la liberté et la citoyenneté du docteur Lamine Ba. Merci à vous tous, amis téléspectateurs, de nous avoir reçus chez vous. C'en est tout pour ce 19e numéro d'Actupo. Grand merci aussi à toute l'équipe qui gravite autour de cette émission. Portez-vous bien et très bonne suite des programmes sur la RTM. Au revoir.